laisser M. Dazendo de Corse donc conclure cette journée. Je voudrais demander à nos deux conférenciers, que je remercie une nouvelle fois, un peu leur ressenti de la journée, ce qu'ils en ont retiré, surtout ce qu'ils pensent qu'ils nous ont donné de cette courte journée en Corse. Bien. J'ai envie de commencer en repartant un peu des débats que mon collègue inspecteur a fait, pour vous dire qu'il y a pas mal de points de convergence dans d'autres lieux que je rencontre, et entre autres deux points qui me paraissent très actuels, vraiment très vifs, très vivants. C'est la question de la formation, on a parlé de ça, la formation des enseignants. Ah oui, il faut former les enseignants. Bon, c'est assez bizarre, je croyais qu'ils étaient formés, mais enfin, bon, on peut se poser des questions. Et l'autre, la question des espaces. C'est très curieux, ces technologies qui nous ont permis de vaincre quelque part l'espace-temps, hein, nous pouvons dialoguer via Skype et des choses comme ça, nous invite à repenser la présence. Vous voyez, puisque nous pouvons faire des tas de choses à distance qui nécessitaient avant la présence, qu'allons-nous faire de la présence? Alors, au niveau de la formation, désolé, mais c'est vite dit, il faut former les enseignants. Moi, j'aimerais bien qu'on mette à cette formation des qualificatifs. Former comment? Je ne sais pas ici en France, mais en Belgique, une grosse partie de la formation des enseignants est faite de manière magistrale. Pour donner une caricature, je dirais qu'on leur fait des conférences sur les méthodes actives. Et je pèse mes mots, d'accord? Alors non, ça ne va pas. Il faut qualifier cette formation. Et j'ai envie de dire, faites-le vite et une fois pour toutes. Il faut former les enseignants comme on voudrait qu'ils forment les élèves. Autrement dit, quand je parle ce matin, et vous voyez, ah oui, c'est très bien, les méthodes actives, ah oui, partir des contextes, du sens, oh bien sûr, travailler en groupe, oh mon Dieu, quelle bonne idée. Quand les enseignants, les futurs enseignants sont en formation, ils sont aussi en apprentissage. Il n'y a pas un apprentissage des enfants, il y a un apprentissage des adultes pour moi. Et donc les principes pour lesquels on a opiné de la tête en disant quelle belle vision de l'apprentissage, on devrait l'appliquer. Autrement dit, ils doivent travailler sur des projets contextualisés, ils doivent travailler par isomorphisme, hein, comme on dit, c'est-à-dire que la forme d'enseignement qu'ils vont recevoir ressemble plus. Comment voulez-vous qu'ils fassent autre chose que des conférences si on leur fait des conférences sur les méthodes actives, quoi? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de conférences, j'en ai fait une ce matin, mais la formation ne peut pas se réduire à ça. Principe de variété, on le retrouve. La question des espaces, elle fait vraiment débat un peu partout. Alors j'essaie d'être bref et de rassembler les idées, mais c'est vrai qu'on a parlé de la précarité, hein, la disponibilité des outils, et donc moi-même, hein, qui suis, certains disent, une sorte d'apôtre de la classe inversée, c'est moi qui vous le dis, je pense qu'il faut vraiment tenir compte de cette difficulté, encore maintenant, ça changera peut-être dans un siècle, etc., mais de continuer à apprendre toute la vie durant, même à distance. Hein. Combien de fois on attend ça, hein? Nos élèves, étudiants vont devoir continuer à apprendre toute la vie durant, qui commencer à apprendre dans le lieu qui s'appelle l'école. Je crois que c'est vraiment important. Alors, cette notion d'espace, elle fait l'objet actuellement de beaucoup de travaux. Il y a 2 semaines d'ici, en France, j'étais dans une rencontre avec des personnes qui réfléchissent sur les espaces d'enseignement. Très souvent, en supérieur en tout cas, mais ailleurs, on voit bien, on a des tables fixes qui sont vraiment l'une près de l'autre. Comment voulez-vous travailler en îlot et ces choses-là? Et on commence à réfléchir à ces attributs de la présence, à ce dessin de la présence qui finalement signifie et stimule certaines formes d'apprentissage. Et là, puisque c'est quand même français, même s'il y a des étrangers, des Belges, des Suisses, etc., des Québécois, il y a un réseau des Learning Labs. Learning Lab, c'est un mot anglais, peu importe, dit espace d'apprentissage. Moi, je vous dis Learning Lab parce qu'ils se sont appelés comme ça. Réseau des Learning Labs qui a été créé
à l'initiative de l'École centrale de Lyon. Ça a été un des premiers Learning Lab, espaces d'apprentissage, qui a été créé. Ils ont publié récemment 2 plaquettes sur les attributs, l'essence, les équipements aussi de ces espaces, et je trouve que ça mérite d'y réfléchir. Donc ça, c'était deux points qui sont sortis plutôt du débat. Alors de la journée, pour moi, toujours un grand bonheur de voir des enseignants qui continuent à apprendre finalement. J'aurais aimé dans cette journée, c'est un clin d'œil, hein, c'est pour dire, tiens, les fois prochaines, qu'il y ait davantage de praticiens qui viennent vous parler. On va pas me dire que dans toute la Corse et la France, on généralise un peu, il n'y a pas, si, il y en a des centaines, des milliers qui sont en train de faire de la classe inversée. Trouver des gens qui non seulement pratiquent, mais sont capables de parler de leurs pratiques, de les documenter, de les modéliser quelque peu, parce que parler des pratiques, moi je dis souvent, une pratique c'est difficilement transférable. Une fois qu'on l'a modélisée, elle peut devenir transférable autant de fois qu'on veut à autant de personnes différentes. Vous voyez, un peu comme une théorie, finalement, elle peut s'appliquer à différentes instances particulières. Et donc, je vois des enseignants qui ont envie d'apprendre, certainement, qui ont sans doute envie de communiquer, dès qu'on lâche la parole, on voit bien qu'elle est exploitée, de partager. Et ça, moi, je trouve, c'est le stade ultime de l'enseignant. Au-delà de la formation, un enseignant qui ose expérimenter, qui ose analyser sa pratique, qui ose, attention, la soumettre au regard des pairs, là alors, pour moi, on atteindra un enseignant professionnel. Je pense que dans le métier, les artisans, etc., ils mutualisent leurs pratiques, ils échangent, ils osent dire comment ils ont fait. Et là, je pense qu'aller vers les pratiques, les partages de pratiques, la modélisation de ces dernières, c'est ce qu'il faut faire. Et grosso modo, vous êtes sur la route, hein. On a pris, on a échangé, on a vu qu'il y avait de l'actuel, du rêvé, peut-être des perspectives d'action, des groupes de travail pourraient travailler là-dessus. Les pistes sont là, on a semé quelques graines aujourd'hui, et donc bonne continuation à toutes et tous. Voilà. Merci. Bon, alors moi déjà je vous remercie, j'ai passé une super bonne journée. J'ai trouvé au travers de vous énormément d'énergie, d'envie de faire des choses, et donc je trouve ça très réconfortant et motivant. Je pense qu'effectivement il y a besoin de faire des choses. Après j'ai entendu beaucoup de choses aussi qui m'ont fait un peu peur, je ne vous le cache pas, avec quand j'entends massification, transférabilité, etc., c'est des choses qui me font un peu peur parce que je me dis tout de suite, on se dit, oh là là, il faut penser l'éducation nationale à l'ancienne, avec on fabrique des méthodes et puis on les transfère, et puis comme ça ils auront des méthodes, un peu comme les outils qu'on n'arrête pas de vous donner et qui n'arrêtent pas de changer l'éducation, si j'ai bien compris. C'est-à-dire finalement, la vraie question, elle est, vous êtes grand, vous êtes adulte, vous êtes très intelligent, et donc vous êtes les pédagogues et vous êtes face à vos classes. Et donc ça veut dire qu'en fait les experts c'est vous. Et on pourra toujours venir vous donner des méthodes, des explications, etc. C'est vous qui serez sur place, c'est vous qui serez là, c'est vous qui allez constater, c'est vous qui allez devoir juger, jauger, adapter, modifier, etc. Moi je vous fais confiance. Et je me dis qu'en fait, plutôt que de commencer à parler des contraintes et de parler des outils qui manquent, soyons clairs, moi la semaine dernière, je faisais avec l'université de Nîmes, là, les biotech, une semaine avec eux, où en fait ils sont dans un camping et ils n'ont pas d'outils. Donc ça veut dire qu'en fait, ils doivent faire une présentation sur des cartons. Là, je peux vous dire qu'on en sort une créativité et un fonctionnement qui est assez hallucinant. Donc ça veut dire que des fois, avant d'aller chercher l'outil, posez-vous la question de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et quand j'entends parler des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai pas l'iPad, donc je peux pas le faire », oui, enfin bon, moi j'ai l'impression que dans ta classe, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des téléphones qui sont plus puissants que ton PC de travail. Et donc je me dis qu'il y a de grandes chances de faire des choses hors matériel de l'éducation nationale, tout en arrivant à transformer l'argent. De la même façon, j'ai entendu parler de plages d'enseignement qui se regroupent pour faire des trucs ensemble. Vous voulez faire des trucs ensemble, faites l'inverse, c'est-à-dire faites une plage d'enseignants.
D'accord? C'est-à-dire, vous prenez entre enseignants, vous allez à la plage ensemble, vous faites un truc, vous rigolez, etc. Et vous dites, qu'est-ce qu'on leur fait aux petits jeunes? Ah bah tiens, on pourrait peut-être leur faire un truc, qu'est-ce que tu leur enseignes? Moi je enseigne ça, toi t'enseignes ça. Ah ouais, et si on faisait un lien sur tel truc, et si on utilisait telle chose? Et là, en fait, ça va fonctionner. Parce qu'en réalité, même si on vous met des plages en commun, des trucs, etc., si on vous oblige à travailler avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie de travailler, ça risque de mal se passer. Les étudiants vont le sentir. Si jamais vous n'êtes pas en accord avec ce que vous êtes en train de faire, ça ne fonctionnera pas. D'où le fait que si jamais on vous file des méthodes, des trucs qui ont été pensés, réfléchis par des pédagogues, etc., en réalité, ça va être un énième outil que vous allez utiliser sans y croire et qui ne va pas fonctionner. Le lien qu'a l'enseignant avec ses étudiants, ses élèves, ne peut pas être remplacé par un outil. D'accord? C'est-à-dire l'outil peut le compléter, peut aider le message à arriver jusqu'à l'élève, mais il faut que l'enseignant, en fait, il soit le moteur de tout ça, et qu'en réalité, ça soit lui qui amène quelque chose. Donc j'ai envie de dire, vous voulez travailler sur la transférabilité, travaillez entre vous. Créez effectivement des petits clubs locaux, travaillez, discutez entre vous, apprenez à regarder ce que fait l'autre, ce qu'il fait, et essayez surtout de critiquer avec bienveillance, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de mieux que ça. D'échanger dans la confiance, on veut créer la confiance pour les élèves, mais on n'est pas capable de la créer entre les enseignants. Il faut quand même s'inquiéter. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas regarder les autres dans notre cours? Personne ne fait un cours parfait, soyons clairs. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait un cours parfait. Et s'il existait, il serait nul. Non, mais je préfère vous le dire, c'est un petit peu comme la personne qui vous dit j'ai pas de problème, j'ai réglé tous mes problèmes. Il ne va plus jamais se dépasser dans sa vie. Donc à un moment, heureusement que tous les cours doivent s'adapter chaque année, doivent évoluer. Parce que sinon, en réalité, il existerait un seul cours, il y a de grandes chances qu'il ait déjà été fait. Il y a des gens qui m'ont dit les MOOC qui vont tout transformer, mais bien sûr, il y a une personne de Harvard qui a pensé un cours, mais qui tu es toi pour faire mieux que ce prof-là? Tu veux savoir, tu es la personne qui connaît les élèves qui sont en face. C'est-à-dire que lui, oui, il donne un cours qui est peut-être exceptionnel, génial, mais déjà qui correspond à une partie des étudiants, mais ceux que tu as en face de toi, ils sont venus parce qu'en fait, ils ont confiance en toi. Et donc, quelque part, ils veulent apprendre quelque chose. Ils veulent l'apprendre avec toi, pas avec ce professeur d'Harvard. Le jour où ils voudront aller l'apprendre avec ce professeur d'Harvard, ils iront l'apprendre. D'accord? Mais en réalité, nous, on est là, on se retrouve face à eux, et en réalité, le message qu'on a à leur transmettre, il n'y a que nous qui pouvons le personnaliser. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos élèves, faites confiance aux enseignants qui sont autour de vous. Allez vous rapprocher d'autres enseignants qui pensent comme vous, qui ont envie de changer les choses comme vous. Et donc oui, ça ne sera pas parfait au premier coup, ni au deuxième, ni au troisième. Mais je peux vous dire qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que vous-même, le chemin que vous avez parcouru, il est hallucinant. Et plus vous croyez en ce que vous faites, et plus en réalité, vous allez vous rendre compte que le résultat est exceptionnel. Je vous remercie.